Et salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque. Et cette semaine, pour la très très grosse vidéo, eh bien, je vous présenterai la gamme Les secrets de la septième mer. Et oui, car après la très très grosse vidéo également sur la légende des 5 anneaux, L5R, L5A si vous préférez, eh bien, je ne pouvais pas faire autrement que m'attaquer à ce jeu qui, moi, on va dire, m'a émerveillé en tant que MJ pendant bien des années, que je ne maîtrise plus aujourd'hui, mais pour lequel je garde d'excellents souvenirs de campagne. Et vous allez le voir, il y avait du matos pour pouvoir vraiment se donner des frissons et se donner le goût de l'aventure, car voilà, Les Secrets de la 7ème c'est un jeu qui donne le vrai goût de l'aventure, le vrai goût du genre KPEP, du genre piraterie, du genre voilà voyage maritime et tout ce qui s'ensuit, du genre intrigue, de cours, voilà. Donc les secrets de la septième mer, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, et bah, dans ce cas-là, je pense qu'il s'agirait de se remettre à la page très très vite. C'est un jeu donc qui à l'époque était donc édité par AEG, qui avait été édité, on va dire de très belle manière par Cyrose Asmodée en VF, qu'on avait eu le droit vraiment à une gamme pléthorique, vous allez pouvoir le voir dans la première édition. Il y a eu donc une deuxième édition qui date, on va dire, de quelques années, pour lesquelles j'ai fait une souscription, que j'ai testée, pour lesquelles, on va dire, mon avis est beaucoup plus mitigé, vous le verrez. Euh, D'ailleurs, l'avis est partagé par pas mal de monde hein, sur ce point, pour ceux en tout cas qui ont connu la première édition. Mais ne boudons pas malgré tout notre plaisir. Voilà, c'est Les Secrets de la Septième Mer, un genre qui avait été quand même assez peu usité dans nos contrées ludiques. Donc voilà, le KPEP, qui, je dis pas que c'est le parent pauvre, hein, il y avait eu quand même des jeux de KPDP, mais il n'y en avait pas eu énormément. Et là, eh bien, comme pour L5R, on prend le même postulat. On part eh bien, d'un jeu de cartes, voilà, puisque AEG au départ est un fabricant, enfin un éditeur de jeux de cartes. Et à partir de ce jeu de cartes, eh ben, on en crée un univers de GDR. Alors normalement, comme j'avais pu le dire déjà pour les secrets de la septième, pour on va dire la légende des 5 anneaux, c'est super casse-gueule. Ça amène, on va dire, souvent à des jeux vraiment qui ne sont pas très, très intéressants, très évolués. On voit que voilà, ils ont essayé comment dire, de tirer un maximum la corde, d'étaler au maximum la confiture, mais ça marche pas. Bah là, pourtant, ça marche. On a un univers foisonnant, un univers euh, excentrique, génial, avec d'excellentes idées, d'excellentes. Voilà, c'est très archétypal, évidemment, puisqu'il s'agit encore une fois d'une uchronie. Donc, on imagine que l'on est bel et bien dans un XVIIe siècle, mais un XVIIe siècle complètement alternatif. Voilà, avec donc ça, c'est la carte. Donc elle n'est pas super fameuse, hein, la carte, mais bon, elle est tout à fait euh, fonctionnelle. Elle est donc dans la première édition, en tout cas, centrée beaucoup sur l'Europe proche, proche Europe. On va dire voilà, ça va jusqu'à la Russie et globalement, on va dire jusqu'à l'Empire ottoman. Donc il y manque des choses et ces choses elles vont être amenées dans la deuxième édition justement à travers. Donc voilà, ça c'est la carte de la deuxième édition qui est quand même beaucoup plus jolie. Hein. On doit à César ce qui est à César, même si chaque édition a ses défauts. Ben, au moins dans la deuxième édition, le défaut n'est pas dans la cartographie. Euh, donc on a affaire à un jeu qui, comme je le disais, appelle à l'aventure, appelle vraiment à se dépasser. Et le système de jeu le sert vraiment très très bien à ce niveau, dans la mesure où vraiment, voilà, on a vraiment un jeu de héros, un jeu où on va jouer bah, des héros qui concrètement vont faire des choses extraordinaires et qui surtout, bah, c'est dans le système, ne peuvent pas mourir. Ou alors vraiment faut le chercher. Hein. Faut le chercher. Et encore pire, on va dire dans la deuxième édition, si vous mourrez dans la deuxième édition de 7ème ère, c'est que vraiment vous l'avez voulu quoi. Et d'ailleurs, dans les règles, techniquement, c'est voilà, soit on, on fait quelque chose qui concrètement fait que ben, voilà, c'est une sorte de sacrifice héroïque. On sait que le héros, on va dire, n'y échappera pas. Et où dans la deuxième édition, bah, c'est d'un commun accord avec le MJ que son personnage meurt. Mais c'est le genre, on va dire, n'est pas du tout, mais alors du tout fait pour ça. Pour que voilà, le genre est un genre héroïque et le héros bah, survit toujours à la fin et continue à sauver la veuve, l'orphelin et l'opprimé, quels que soient, on va dire, ouais, les obstacles qu'on pourra lui mettre sur sa route. C'est un jeu également très archétypal, donc voilà, les héros sont très gentils,
très héroïque. Les vilains sont très vilains on va dire fomentent des plans machiavéliques. On est vraiment dans cette ambiance voilà, des romans pseudo-historiques d'Alexandre Dumas. Voilà, si vous voulez retrouver l'ambiance des Trois Mousquetaires, bah, c'est le jeu qu'il vous faut. L'ambiance des films, voilà, avec Jean Marais, l'ambiance, voilà, du bossu, etc. Donc comment dire, du chevalier, de la botte de Nevers, etc. Et donc de son chevalier qui va avec, dont je me souviens plus du nom. Donc si vous voulez tout cela, bah, c'est vraiment ce jeu-là qu'il va falloir que vous choisissiez. Et je pense que vous en aurez très largement pour votre argent. Euh, voilà, moi je pense que les secrets de la 7ème mer, ça reste un must-have, un incontournable sur nos tables de jeu, sur le genre en tout cas. Je pense que c'est d'une manière ou d'une autre le meilleur jeu. Alors, certains diront oui, mais bon, voilà, il y a des jeux qui sont quand même mieux, qui font qui, au moins, on va dire, se placent dans un contexte historique vraisemblable, même s'il n'est pas super précis. Moi je dirais en fait, voilà, c'est à la fois il a le défaut, on va dire, de ses avantages, c'est qu'on se place dans un 17e siècle, certes uchronique, mais voilà, on est libre. On va y retrouver les personnages de notre histoire, éminemment. Voilà, il y a l'équivalent de Louis XIV, il y a l'équivalent, on va dire, voilà, de Descartes, l'équivalent de plein de gens, comment dire, connus qui sont présents dans les secrets de la 7ème mer. Mais voilà, il y a plein de petites choses en plus. Et même si on est sur des gros archétypes, hein, des choses vraiment cousues de fil blanc, bah parce que c'est justement du genre héroïque, du genre KPIP, ça marche. Ça va tout à fait. Voilà. Et donc, on a vraiment tous ces aspects qui sont bel et bien développés. Donc, l'aspect justement KPIP, donc avec des intrigues politiques, des intrigues, on va dire, également militaires, qui sont tout à fait intéressantes à faire jouer, avec donc des complots, des sociétés secrètes, voilà, on peut vraiment rejouer le masque de fer, voilà, on peut rejouer, on va dire, les meilleures scènes, comment dire, de la série des Angélique, voilà, de Angélique Marquise des Ganges jusqu'à sa conclusion, qui sont quand même je pense, des inspirations assez majeures sur ce point. Bon, vous pouvez ne pas aimer, malgré tout, visuellement, c'est vers ce genre de choses que vous devrez vous tourner pour voir à peu près de quoi il en retourne, et prendre vraiment n'importe quel film de KPDP que vous pourrez, on va dire, trouver. C'est vrai que le genre de nos jours est beaucoup plus rare. Il l'a été moins pendant une certaine époque au cinéma. Mais ça n'en reste pas moins on va dire, il y a quand même plein de sources d'inspiration en tout cas qui pourront vous aider à cerner et à trouver des idées sur le sujet, sur le thème. Alors donc évidemment on nous offre aussi la possibilité de jouer dans une ambiance plus pirate, donc si vous voulez jouer une ambiance pirate des Caraïbes, c'est techniquement possible hein, avec ce jeu. Voilà, donc gestion du navire, piraterie, voilà. Ça c'est possible aussi, même si bon c'est un des aspects du jeu. Bon, comme ça s'appelle les secrets de la 7ème mer, il faudrait quand même pas non plus mentir sur le produit. Il y a cela dedans, c'est très très bien développé pour tout ce qui est l'aspect donc de ce qu'on appelle les frères de la côte. Hein. Alors il y a une confrérie, hein, la fraternité de la côte, justement, qui est très bien décrite avec tous leurs lieux, tous leurs paysages. Donc voilà, tout ce qui correspond de près ou de loin, en tout cas dans la première édition, c'est moins développé, mais c'est développé quand même pour ce qui correspond aux Caraïbes, si je puis dire, qui ne s'appellent pas les Caraïbes, donc des archipels qui vont permettre, on va dire, de retraduire cette ambiance voilà, du film, voilà, comment dire, ah mince, l'île au trésor, ou donc d'autres films sur le genre pirate, comme Pirates des Caraïbes, peut-être avec un peu moins de surnaturel quand même, mais le surnaturel est présent malgré tout, à travers justement, puisque chaque nation, chaque peuple a un style de magie qui lui est propre, avec une très bonne raison justement pour qu'ils aient ces pouvoirs magiques, voilà, avec une méta-intrigue qui est quand même très très bien développée, qui est quand même assez disséminée au niveau des suppléments. Il va falloir vraiment bosser son sujet pour avoir, on va dire,
les tenants et les aboutissants de toute cette chose, de toute cette méta-intrigue, mais elle existe. Et voilà, on peut jouer aussi dans le genre exploration, donc là où on va faire tout simplement, donc là c'est plus un aspect un peu plus, on va dire, réduit à travers la société justement des explorateurs, où donc ils vont aller à la découverte de vieilles ruines, car évidemment, il y a d'anciennes civilisations qui ont eu un impact énorme, et qui ont encore un impact d'ailleurs dans le monde de la septième mer, ou donc qui donc voilà permettent de découvrir justement les fameux secrets concernant on va dire les styles de magie, la magie en elle-même et tout ce qui tourne autour justement des choses assez on va dire surnaturelles du monde du secret de la septième mer. Voilà, donc là on est vraiment, on a de multiples possibilités de propositions narratives qui vous sont données, donc c'est vous qui choisissez celle qui vous correspond le plus. À savoir que moi quand j'ai joué vraiment entre le plutôt entre les trois en fait, enfin pas piraterie, mais plutôt entre donc le genre plutôt politique intrigue, KPP et le genre exploration. C'est moi les deux genres qui ont on va dire alimenter les thèmes de ma campagne. Voilà, et je pense que voilà, les joueurs s'y sont bien retrouvés. J'avais pas la nécessité de rejouer, on va dire, dans l'ambiance pirate, puisqu'il y a d'autres jeux qui le font. Celui-ci peut le faire bien, hein, mais c'est voilà, c'est plus, on va dire, en toile de fond, c'est plus, on va dire, ça va être plus dans cette optique-là, pour moi en tout cas, des antagonistes. Alors, pour ce qui est de l'univers, un petit peu plus de détails, puisque comme je vous disais, c'est une uchronie, donc on a affaire à un monde découpé en nations, et c'est ce qui va définir au départ notre personnage, c'est notre origine, l'origine de notre nation. Donc on a tout d'abord, dans l'ordre plus ou moins, on va dire, pas alphabétique, mais en tout cas l'ordre logique, si je puis dire, donc l'Avalon, qui correspond donc au Royaume-Uni, qui est donc, lui, régi par une reine, la reine Hélène, qui est donc la gardienne du Graal, donc voilà, l'Avalon, on a les trois principaux protagonistes à chaque fois de la nation hein, qui sont présentés sur la couverture. Donc voilà, on a également donc le représentant de l'équivalent de l'Écosse, le représentant de l'équivalent donc c'est l'Inismore, donc c'est-à-dire c'est l'Irlande. Euh, voilà, en plus c'est Jack O'Bannon, hein, c'est un être évidemment qui est un être légendaire. Bah, de toute façon, la reine Hélène était aussi une sorte d'être légendaire. C'est voilà, c'est vraiment une reine qui est la descendante d'une certaine manière de ce qu'on pourrait de l'idée qu'on pourrait se faire justement de la table ronde et du roi Arthur, et donc c'est elle qui défend on va dire justement le Graal et l'intégrité justement d'Avalon, qui fait que bah, ça reste une terre magique, donc très riche justement en magie, en glamour. Leur magie spécifique c'est le glamour, et donc qui est très proche évidemment du peuple fée. Alors le peuple fée évidemment qui est un peuple qui vient on va dire d'une autre dimension, d'un autre monde, de derrière le voile, et il y a toute évidemment une histoire avec bah, cette cour de lumière et cette cour sombre évidemment qui sont très très logiques, très courues, très entendues dans un contexte pareil. Voilà, l'opposition entre cours de lumière et cours d'ombre, c'est classique, mais ça marche très très bien. Et ça permet donc de donner une ambiance vraiment très archétypale, mais on va dire bien marquée, suffisamment, on va dire, explicite pour que les joueurs puissent se mettre dedans. Pour ce qui est donc voilà, nous sommes dépeints à travers donc la montagne donc voilà, c'est la France et pas n'importe quelle France, c'est la France on va dire du siècle d'or, c'est la France de Louis XIV, donc là c'est Léon Alexandre 13e du nom, qui règne. Donc oui, on commence, on est en 1668. Hein. Donc voilà, il règne évidemment sans partage sur une cour de nobles quelque peu, comme le vrai Louis XIV hein, d'ailleurs, de nobles quelque peu avides et soumis, si je puis dire, à son pouvoir. C'est vraiment le roi soleil dans toute sa splendeur, avec évidemment ses intrigues de cour, et voilà tout l'aspect évidemment artistique, culturel qui est très très bien développé, et surtout l'aspect on va dire vraiment coup de pute, espionnage et on va dire jeu on va dire sur le verbe hein, comme dans le film Ridicule, que l'art en tout cas de la rhétorique est extrêmement important, tout comme d'ailleurs tout ce qui est l'art de l'escrime évidemment, ils ont des écoles d'escrime comme pour tous, hein, c'est ce qui définit en fait
secondairement le personnage après sa nation, hein, c'est son école d'escrime ou son école justement de magie, qui va lui donner, on va dire, des capacités héroïques justement, ou en tout cas utiles pour pouvoir se sortir de tous les obstacles qu'on va pouvoir le semer sur sa route. Bref, voilà, et ils ont donc un style de magie qui est vraiment très particulier, donc qu'on appelle le porté, qui lui permet techniquement de se téléporter justement comme son nom l'indique, en ensanglantant des objets. Voilà, donc en fait ils mettent leur propre sang sur des objets et ils peuvent aller rechercher ces objets là où ils sont, ou justement se porter, donc se hisser, comment dire, vers ces objets s'ils en ont on va dire la volonté. Bon, c'est un style de magie évidemment qui est très très comment pourrait-on dire, connoté, voire même dangereux dans le sens, et mal vu évidemment par la plupart des gens, mais ça leur donne un avantage énorme sur évidemment l'aspect stratégique. Parce que voilà, des sorciers portés peuvent servir de messagers, d'espions, d'assassins, etc. Et ça peut vraiment être extrêmement... ça leur donne en tout cas un très très gros avantage. Ce qui fait d'ailleurs que à l'époque où on commence, la montagne est vraiment toute florissante et voilà, et occupe une partie donc d'une des autres nations qui est la Castille justement, contre laquelle ils sont en guerre. Donc la Castille justement, c'est l'équivalent de l'Espagne, Espagne-Portugal, hein, comme si on imaginait qu'ils étaient tous les deux réunis. Donc là, c'est l'art de vivre, évidemment, l'art de vivre à l'espagnol, voilà, avec également sa culture, donc sa gastronomie, comme d'ailleurs la montagne, hein, mais également sa culture, on va dire, de l'amour, comme la montagne, dirait-on, mais version, on va dire... version espagnole justement, son soleil, voilà, tout cet aspect, on va dire, que cliché, comment dire, qu'on pourrait avoir sur l'Espagne, il est rendu, comment dire, dans cet aspect Castille, avec une ambiance propre un peu, on va dire, voilà, à la vieille série Zorro et même au film de Zorro, avec donc ces justiciers masqués évidemment qui vont défendre la veuve et l'opprimé, ces héros hauts en couleur qui vont évidemment séduire les femmes, et voilà, les embrasser fougueusement dans des paysages méridionaux extrêmement ensoleillés et verdoyants. Donc voilà, on est dans ce genre en tout cas de clichés, mais ça marche bien. C'est vraiment certes une synthèse vraiment très, très archétypale, mais une synthèse qui fonctionne. Lyson, c'est l'équivalent on va dire, du Saint-Empire romain germanique, hein, pas seulement l'Allemagne. Donc eux, évidemment, c'est un pays qui sort de la guerre justement avec la montagne, qui a été très lourdement pénalisé justement par cette guerre, hein. C'est l'équivalent en fait de leur guerre de 30 ans. Et donc, le pays est complètement exsangue, pauvre, voilà, boueux. On est vraiment dans un pays là où l'ambiance est beaucoup plus désespérée, qui ont quand même alors eux n'ont pas, comment dire, nommément de style de magie. Alors, en fait, ils en ont un, mais c'est développé, on va dire, un peu plus tard. Dans un supplément, c'est une sorte de secret d'une certaine manière. Donc c'est une fameuse magie des ombres, qui est quand même pas très globe non plus, hein. Il y a vraiment des styles de magie par contre qui sont très très décriés, qui ont nommément disparu, mais ils existent encore, hein, pour certains. Donc là, voilà, j'ai dit un truc, voilà, vous n'avez rien entendu, hein, ça fait un peu partie des secrets du jeu, mais ils sont connus en tout cas pour avoir des armures, à être les seuls en fait à avoir des armures d'une nature extrêmement recherchées, et qui normalement d'ailleurs ne se transmettent que de manière héréditaire, que sont les armures en métal draconique, donc en Dracheneisen, qui, voilà, la panoplie complète, il n'y a qu'une seule personne qui l'a, c'est l'un des dirigeants justement de l'une des provinces, de l'un des royaumes, parce que donc l'Eisen c'est divisé en plusieurs royaumes. Et voilà, un personnage Eisener peut justement commencer avec des parties en Eisen, et c'est extrêmement cher, mais ça lui offre, comment dire, c'est le seul à pouvoir lui offrir une armure, on va dire, dans le jeu. Et donc l'armure en Eisen également a aussi son propre, évidemment, son propre secret, sa propre histoire, et c'est très très intéressant et très bien développé d'ailleurs. Et il y a aussi
un lieu extrêmement intéressant pour l'aventure, qui est la ville de Freiburg, qui a fait l'objet justement d'un supplément qui est du même niveau en termes de qualité et de possibilités de jeu que ce que pouvaient offrir les suppléments de ville donc, dans la légende des 5 anneaux, qui était donc la cité des mensonges par exemple. Voilà. Euh, Après, nous avons également donc la Vendel. Donc la Vendel, c'est l'assemblage, si je puis dire, de tout, un peu tous les pays scandinaves. Voilà, qui sont ici au nord. Euh, et donc, on a justement tous ces aspects culturels des pays scandinaves, donc du Danemark qui lui, ou l'équivalent du Danemark qui va lui être plus tourné évidemment vers le commerce, vers la gestion, on va dire mercantile, vers on va dire la gestion politique. D'ailleurs, ils ont imposé leur propre monnaie qui est le guilder, qui est voilà. Donc, pour preuve qu'ils ont quand même un impact économique extrêmement fort comparé, on va dire, à un aspect plus, on va dire, traditionnel qui, évidemment, là, va reposer plus sur les poncifs de la culture scandinave, de la culture viking, avec donc, voilà, les runes, donc d'ailleurs, avec justement, ils ont une magie des runes, qui est voilà, une magie aussi basée sur on va dire, l'astronomie, donc sur la divination, etc. Avec plein de légendes comment dire, là-dessus qui sont extrêmement intéressantes également. Et donc on est vraiment voilà, dans cette ambiance, pour ainsi dire, du film Le 13e guerrier, si vous voyez. Pour en tout cas l'imaginaire, mais c'est extrêmement en tout cas intéressant de voir que là c'est un pays vraiment divisé en deux, hein, un pays traditionnaliste et un pays moderne tourné vers l'extérieur, tourné vers l'économie, qui essaye justement d'imposer sa, on va dire son hégémonie par l'économie. Alors après nous avons l'Ussura. Alors l'Ussura, c'est l'équivalent de la Grande Russie, voilà. Avec un côté vraiment très survie, vraiment très pareil. Donc le pays est dominé évidemment par des entités extrêmement dangereuses, extrêmement anciennes, légendaires, l'équivalent en fait justement de la Baba Yaga. En fait, leur style de magie tourne évidemment autour de la transformation en animal. C'est extrêmement puissant. J'ai pu le noter, comment dire, dans le on va dire, en l'essayant dans le jeu. Il y a énormément de choses à faire. Donc là, justement, à l'époque où on joue, la montagne essaye justement de conquérir l'Ussura, et comme un peu Napoléon avant l'heure, se casse quelque peu les dents. Mais bon, il n'en reste pas moins que le pays est intéressant. Il y a plein évidemment de vieux secrets à découvrir, plein de choses extrêmement intéressantes qui tournent justement autour de cette relation en fait avec le paysage naturel, avec la nature, une population de gens rudes qui sont justement face à cette nature et qui doivent la respecter sous peine évidemment purement et simplement de mourir. Et enfin, la Vodacce. Alors la Vodacce qui est ici, elle c'est l'équivalent de l'Italie, mais de l'Italie on va dire des princes, des cités indépendantes et des princes marchands. Donc voilà, il y a une partie comment dire continentale et une partie on va dire insulaire, un archipel, qui donc à la fois ils sont le siège de l'équivalent évidemment de la religion catholique, donc les Vaticins comme on l'appelle, donc, et donc de la capitale Nouma, hein, qui est l'équivalent de Rome évidemment. Et donc c'est un monde d'intrigues, d'empoisonneurs, voilà, avec donc ils sont très marqués par leur style de magie eux aussi, puisqu'ils ont donc des sorcières de la destinée, donc qui sont, on va dire, c'est un peu les Bene Gesserit de Dune dans 7ème mer. Elles ont la capacité à la fois donc déjà de voir comment dire la destinée des gens, mais également la possibilité de tisser comme les moires, de manipuler les fils du destin pour justement tuer les gens, hein. Elles ont la capacité, bon, il y en a très très peu qui ont cette capacité, c'est une capacité qui est très très rare et qui est réservée on va dire au très très haut niveau, et de couper purement et simplement les fils de la destinée pour tuer les gens, ou les incapaciter, ou en tout cas modifier leurs émotions en fonction des couleurs des fils. C'est extrêmement intéressant, hein, comme style de magie, et en tout cas ça a énormément d'intérêt. Alors après, elles ne sont pas jouables dans les règles de base
mais ça a été développé beaucoup évidemment dans les suppléments ensuite. Donc l'Empire du Croissant, qui comme je disais donc, est l'équivalent de l'Empire Ottoman, et la Cathay, voilà, qui eux deux, on va dire, alors l'Empire du Croissant fait l'objet d'un supplément dans la première édition, mais il est beaucoup plus développé dans la deuxième, et Cathay, lui, fait carrément l'objet d'un jeu à part entière, c'est Kitai, je crois, qui va sortir d'ailleurs, je crois, enfin, parce qu'il a été très très en retard, euh, et ou qui est déjà sorti, mais en tout cas il a été vraiment très très en retard en VO, ça je le sais, et en VF, ça doit être imminent ou pas loin, en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Et KT, donc voilà, qui là n'est malheureusement pas décrit dans les pages, on va dire, de la première édition. Mais il y a déjà tellement à faire que c'est pas la peine, on va dire, d'en rajouter. Rien qu'avec les nations de base, à savoir qu'ils ont rajouté une nation supplémentaire dans le, comment dire, qui, on va dire, pourrait être une partie en fait du Sura dans la première édition, qui correspond donc comment dire, au Commonwealth samartian. Donc les Samartiens, voilà, Samartiens, je sais pas comment on le dit en français, mais bon, en tout cas moi j'avais l'habitude de le dire en VO. Voilà. Et en plus, dans la seconde édition, ils ont développé tout le Nouveau Monde, évidemment. Donc il y a toutes les civilisations aztèques, amérindiennes, tout y est, hein, franchement. Tout est même plus que vous voulez. Là, je vous les montrerai pas parce que moi, j'avais souscrit à la VO, juste livre de base, écran, comment dire, le tarot qui est vraiment très sympa aussi, donc le tarot sorté, qui est d'ailleurs utile en jeu, hein. Pas que pour faire d'ailleurs des séances de divination, mais aussi on va dire dans le système de jeu, qui peut être utilisé par exemple pour l'initiative, enfin il y a plein de petites choses comme ça qu'on avait mis au point avec mes joueurs pour agrémenter quelque peu le jeu. Et donc, j'avais souscrit donc pour le livre de base, l'écran et toute la gamme en fait en PDF. C'est pour ça que certains PDF de la deuxième édition, je les ai imprimés en fait parce qu'il y avait quand même pas mal de matos et en particulier sur les nations justement, qui étaient en plusieurs volumes. Et c'était très intéressant au-delà du fait vraiment que j'ai pas adhéré au système de jeu. Le matériel en fait en lui-même reste très 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 jouable et on va dire très inspirant en tout cas les pour le MJ et donc pour l'aider en tout cas à créer ses propres aventures ou campagnes. Voilà. Donc, je pense avoir fait à peu près le tour. De toute façon, je reviendrai quand je vais vous montrer en quoi consiste, on va dire, la gamme, justement. Donc, la revue de la gamme, maintenant, nous sommes donc pour la première édition. Donc en 99, quand vous nous paraître en tout cas sous nos auspices, donc les livres de base. Alors le livre de base est divisé pour les secrets de la 7ème ère en deux livres. Un guide du joueur, que voici, en première édition, et un guide du maître. Donc dans le guide du joueur, vous allez évidemment avoir la description du système de jeu. Alors le système de jeu, c'est vrai, j'en ai pas beaucoup plus que ça parler, mais ça reste la même logique que pour Légende des 5 anneaux. Donc on est face à un système dit roll and keep. Donc on va associer attributs plus compétences. Et des compétences, croyez-moi, il y en a. C'est un peu le problème justement de la première édition. C'est la multiplicité des compétences. Il y en avait vraiment trop. Hein. Voilà, le personnage est décrit donc par 5 traits que sont gaillardise, dextérité, esprit, détermination et panache. Voilà, en français dans le texte. Et donc on va associer son trait à sa compétence et on va évidemment garder autant de dés que son trait. On va ajouter, les 10 sont explosifs évidemment, donc on relance tant qu'on fait 10 et doit battre une difficulté. Et il y a toujours évidemment ce système d'augmentation qu'il a, on va dire, dans ce système-là. Donc autant là, dans L5R, on était limité par son rang de vide au niveau des augmentations. Là, on n'est pas limité du tout. On peut prendre le nombre d'augmentations qu'on veut. Donc ça peut être vraiment voilà, n'importe quoi. Savoir qu'on a en plus des points dès le départ pour pouvoir donner des relances. Qui nous aident hein, à justement faire des actions de plus en plus héroïques.
Donc on a également des compétences qui sont classées en métiers. Donc voilà, on va choisir en fait, on va acheter des métiers qui vont nous donner des compétences de base. On va, comme je le disais, choisir sa nationalité, sa profession, entre guillemets, voilà, qui va nous donner justement ces champs de compétences. Du coup, ça coûte un peu moins cher hein, d'acheter des champs de compétences plutôt que d'acheter la compétence toute seule. Après, donc, on peut les augmenter évidemment. C'est un nombre de points. C'est des personnages avec 100 points pour acheter ces traits. Donc, ils vont commencer tous. Normalement, c'est à 1. Et après, on les augmente. Les écoles évidemment d'escrime et de magie coûtent super cher, donc c'est déjà quasiment la moitié de ces points qui partent dedans. Donc il faut faire de très bons choix si je puis dire, parce que sinon les points partent très très vite. Mais ça n'en reste que voilà. Après vous avez des personnages à peu près donc comme ceux-ci qui vont donc être définis par leurs attributs, leurs compétences, leurs avantages aussi. Donc il y a des avantages on va dire, acheter. Donc là, c'est des avantages, il n'y a pas de désavantages. On est des héros, hein, donc normalement, on n'a pas vraiment de choses. Bon, après, on a quand même une arcane hein, qui nous définit, qui définit un peu notre personnalité, notre destinée. On peut avoir également donc, une épée de Damoclès hein, que donc le MJ va pouvoir déclencher lui-même aussi avec ses propres points en quelque sorte, ses points de narration. Bon, le nom m'échappe là pour l'instant, ça va me revenir hein, je pense dans un bref instant. C'est pas des points de destinée mais c'est un peu l'équivalent, hein, mais ça marche un peu comme les points de vie, bah, c'est les points d'héroïsme. Voilà, c'est tout simplement, il fallait que. Voilà. Donc on a, on va dire, un certain nombre de points d'héroïsme qui correspondent normalement, c'est à notre plus bas trait dès le départ. Et donc ces points d'héroïsme permettent justement de avoir des relances, de déclencher certains effets. Il y en a besoin pour certaines magies en fait, hein, de dépenser des points d'héroïsme par exemple. Donc voilà, et on ne peut les récupérer évidemment qu'en faisant des actes héroïques. Donc ça va être un peu la course à l'acte, si je puis dire, pour pouvoir gagner des points d'héroïsme. Sinon, on va être un peu à sec. Mais bon, globalement, le jeu quand même marche assez bien sur ce point. Donc, en dehors de cette création de perso, on a un cahier couleur à l'intérieur, hein, donc voilà, avec la présentation justement des nations, comme j'ai pu vous le faire. Voilà, pour l'Aizen par exemple. On a des petites choses sympas, donc voilà, on a vraiment, vous voyez, c'est Louis XIV. Hein, il n'y a pas trop à aller chercher midi à 14h, on sait très bien. Voilà, pour la Vodace d'ailleurs, le roi c'est Leonardo DiCaprio et il est protégé par Zoro. Donc, comme je vous dis, c'est très archétypal, mais le jeu s'y prête pas mal. Voilà, l'ambiance Susura, très, très sombre, très froide, qui est quand même là. Voilà, le Vendel, voilà, avec le chef justement à la fois plus moderne et le chef lui plus traditionnel, qui lui un peu est comme une sorte de descendant d'Odin justement. Et donc voilà, avec les Vodace qui eux sont de vilains intrigants empoisonneurs. Voilà. Et donc on nous décrit après l'univers. Alors bon, on nous décrit évidemment les grandes thématiques, les principales, on va dire, factions, évidemment aussi, qui sont d'importance. Donc voilà, il y a justement la Ligue de Vendel, hein, les différentes guildes, justement, qui sont très importantes, l'église des prophètes, justement, donc église vaticine, qui a eu un équivalent, hein, évidemment, de plusieurs révélations à travers plusieurs messies. Donc les sociétés secrètes, alors là, ça par contre, voilà, j'en dirai un peu plus quand j'égrènerai les suppléments. Donc le collège invisible, voilà, c'est des scientifiques, l'ordre chevaleresque de la Rose et de la Croix, donc eux c'est plutôt, on va dire, un ordre, on va dire, de chevalerie honorifique qui est là, on va dire, pour faire le bien, les rayés ascarés, sociétés secrètes de libres penseurs, d'hommes libres, voilà, un peu d'anarchistes, la société des explorateurs qui, elle, donc, vous permet de faire des explorations, et les Kreuzritter, donc les chevaliers de la Croix, qui eux donc sont les descendants en quelque sorte comment dire en fait, des chevaliers du temple, hein, c'est en fait les templiers modernes, un peu, c'est un peu l'ordre de Malte en fait, revu et corrigé, qui est donc qui a été déclaré hérétique, mais qui est toujours, on va dire, qui est toujours là pour défendre justement la veuve et l'orphelin, voilà, avec tous leurs propres. Bon, ça, c'est celles qui sont décrites dans le livre de base.
Il y en a d'autres qui sont trop secrètes et qui donc sont donc décrites uniquement dans le livre du maître du jeu. Donc on nous décrit les thématiques, voilà, avec la piraterie, les légendes évidemment des mers. Le but évidemment, s'il s'appelle les secrets de la 7ème mer, c'est qu'il y en a 6 et que la 7ème est un mythe justement où dit-on il pourrait se passer un peu tout et n'importe quoi. Après donc cette description d'univers, la description des persos, enfin de la création de personnages, les donc voilà, avec les arcanes, hein, donc vous pouvez justement utiliser les arcanes majeures pour déterminer quel est en quelque sorte sous quel auspice, comment dire, quelle est la destinée de votre personnage, sa fortune, ses grades, s'il a des grades militaires divers dans l'armée, la marine, les pléthores de compétences, les différentes écoles de magie et de spadassin, donc de l'école d'escrime. Donc voilà, Aldana pour la Castille, Ambroggia pour la Vodace, Donovan pour Avalon. Donc avec chacun va vous donner des compétences de base. Donc par exemple là c'est l'école Eisenfaust, donc c'est pour utiliser le Panzerfaust, qui est donc l'utilisation du point armuré en fait en Dracheneisen pour justement c'est comme technique de combat. Et après en fonction évidemment de notre niveau, il va falloir, on commence au niveau apprenti et après on pourra atteindre donc le niveau compagnon et maître. Et pour ça il faudra atteindre des sacrés niveaux de compétences. Je crois que pour compagnon c'est 4 dans toutes les compétences de la comment dire de les compétences principales en fait de l'école et 5 pour être maître. Croyez-moi, j'en ai rarement vu, hein. Même si on est généreux sur l'expérience, c'est dur à monter, comment dire. Et c'est pareil d'ailleurs pour la magie, hein. La magie, ça ne peut être, on va dire, voilà, après il y a une liste d'avantages aussi, hein, qui ressemble un peu à la liste d'avantages des avantages de L5R justement, mais là c'est des points à dépenser. On a la liste des arcanes, donc voilà, et comment déclencher le travers qui justement va être intéressant. Voilà, des exemples après d'archétypes de personnages. C'est vrai que là je vous le présente sur la version, mais il y a une autre version, hein, des livres de base qui existe aussi. Les deux sont de toute façon durs à trouver et durs à, on va dire, ils sont chers. Après on a les règles de combat, donc voilà, avec le système de base, comment fonctionnent les dés d'héroïsme justement. Voilà, plein de petites choses. Et la description justement de la sorcellerie, des héritages magiques. Donc voilà, donc le glamour pour Avalon, comme je le disais. La Castille, elle, n'en a aucun nommément. En fait, si, hein, ils ont ce qu'on appelle le fuego adentro, mais bon, ça c'est pareil, c'est pas très couru, hein. Donc le feu intérieur, donc ils ont une magie du feu, hein. Donc Eisen, ils ont la magie de l'ombre, mais faut pas le dire, hein, non plus. Donc la montagne, le porté que je vous avais décrit, Usura, donc c'est le Pyriem, voilà, l'art de la transformation. La Vendel, c'est le Laerdom, et la Vodache, donc la sorcellerie sortée que je vous ai décrit. Voilà. Donc tout ça c'est décrit. Et après donc section du joueur pour voilà, des conseils évidemment pour jouer son personnage. Et ça c'est bien parce que dans le livre du joueur il y a des conseils pour le joueur. Il n'y a pas que des conseils pour le MJ. Voilà. Et donc avec un appendice équipement. Dans le bouquin du maître, que je vais vous décrire également par le menu, donc pareil sorti cela en 99. Il y a donc toute la partie univers justement qui vous est décrite avec donc voilà c'est décrit par le menu par nation, et également donc le système après un gros chapitre sur l'adversité, donc comment gérer justement un groupe de personnages, des spécialisations de compétences, voilà, c'est plein de petites règles supplémentaires. La confrontation, donc comment gérer justement les batailles navales, les bandes de brutes, puisque donc là on va être dans un monde héroïque, donc on peut, on va dire, tuer les ennemis, comment dire, par paquet, hein, voilà, donc enfin, en demandant des augmentations, puisqu'on a plusieurs niveaux, hein. On a le niveau évidemment brut, le niveau scélérat et le niveau vilain. Voilà, on a 3 niveaux d'adversité, donc les bruts par paquet de 10. Les scélérats, bon déjà il va falloir un petit peu plus se concentrer, mais dès qu'ils vont prendre une petite blessure, voilà, ils vont être hors combat. Et dès que le vient, lui, il va quand même résister un petit peu plus longtemps. En plus, lui, il aura des dés de Gileni, entre guillemets, qui pourra utiliser pour justement survivre ou être enfin plus dangereux face au PJ.
Donc voilà, les règles de poursuite sur le poison, sur la réputation, sur voilà, la sorcellerie aussi, des petites choses supplémentaires, dont en particulier quelques déjà secrets. La section du maître du jeu, ensuite, elle, voilà, comment les différents aspects, comment dire, du maître du jeu, voilà, en tant qu'auteur de scénario, arbitre, narrateur. Donc on a vraiment tout qui est décrit pour vous aider, et des appendices divers et variés. Donc la description de chaque nation. Donc la description est assez concise, évidemment, il faudra les suppléments, mais avec ça déjà vous avez un bon aperçu. Alors là, il y a quelques illustrations que j'ai trouvé pas terribles dans celui-ci. Ça dépend des nations. Pour les autres nations, ça va un peu mieux. Donc voilà, le bon roi Sandoval. Ce pauvre Leonardo DiCaprio qui est manipulé par l'église, protégé par El Vago, le Vagabond, qui est donc une société secrète qui porte le masque de Zorro. En fait, on pense qu'il y en a un, mais en fait, il y en a plusieurs qui portent le masque. La Montaigne, voilà, avec son Eisenfürster dépressif, voilà, Niklaus, justement. La Montaigne, avec la description évidemment de tous les vilains, donc voilà, l'impératrice, donc Léon Alexandre XIV, hein, oui j'ai dit 13 la dernière fois, et c'est 14. Euh, c'est à cause des trois mousquetaires. Usura, voilà, avec pareil aussi, c'est les PNJ majeurs qui sont décrits, donc par exemple voilà le tsar, l'équivalent du tsar. Voilà, toutes son épouse et ses différents conseillers, les gens importants, voilà la description de la Vendel, toujours avec le plan, la description de chaque point du territoire de manière concise, et donc les PNJ majeurs, etc. Donc voilà, une partie univers qui est bienvenue, voilà, avec la description évidemment d'une des sorcières de la destinée très importante, de plein de PNJ, donc voilà, en particulier Giovanni Villanova, le vilain par excellence, le vilain que l'on adore détester, qui a cassé les pieds, on va dire, de pas mal de PJ, je présume. Hein. La confrérie de la côte, donc avec justement les différents pirates d'intérêt, donc que sont donc Allende, justement Jeremy Aberek, Reis, le pirate Reis, qui est vraiment, voilà, c'est le pire que tout. L'église Vaticine avec ses propres aussi, ses propres PNJ importants. Los Vagos, enfin les PNJ importants de l'église Vaticine sont décrits, on va dire, dans les nations, mais voilà, ils sont quand même liés, comment dire, à cette société. Donc la société des explorateurs, les chevaliers de la Rose et de la Croix, les Kreuzritter, donc ceux-là on les a déjà vus. Et il y en a qui sont un peu plus secrets, on va dire. Ils ne sont pas tous d'ailleurs décrits, hein. Il y a d'autres sociétés qui seront développées uniquement dans les suppléments. Je n'en dis pas plus, parce qu'il y a quand même quelques petits secrets, voilà, là-dedans. Donc après, comment gérer l'adversité, donc c'est vraiment gérer le niveau, comment dire, de confrontation, comment créer ses PNJ, les caracs évidemment de créatures classiques, mais aussi créatures un peu plus mythologiques, liées évidemment au thème de la piraterie, un peu du surnaturel, mais de l'époque. Les règles sur les banques de brut, comme je vous le disais, les règles de confrontation, donc avec la fameuse table des combats qui existait déjà dans L5R et qui est vraiment reprise là pour le combat terrestre et aussi pour le combat naval. Bah justement, des règles sur le combat naval, le vent, voilà, la navigation, les explosifs, les pièges, les poursuites, le crochetage, bref, toutes les situations qui sont on va dire utiles, qui sont utiles de connaître pour gérer les parties, parce que on va rencontrer ces situations éminemment. Les conseils donc du MJ, donc voilà, la casquette d'auteur, comme je vous disais, la casquette d'arbitre, la casquette de ceci, de cela. Ça, c'est tout à fait, on va dire, utile, et c'est de bons conseils. Hein. De toute façon, c'est du John Wick. Hein. Voilà, John Wick est connu quand même pour ses bons conseils. Il n'a pas fait que écrire Dirty MJ pour nous donner des conseils pour être méchant avec ses joueurs. Il nous a donné aussi de bons conseils pour être un MJ, on va dire, voilà, qui fait le taf et qui est là, on va dire, pour divertir ses joueurs. Alors, justement, en 2002, je crois que c'est ça, ouais, 2002, il y a eu donc une édition révisée. Alors c'est la même, hein, sauf qu'il y a eu tous les bugs qui ont été corrigés. Donc on la reconnaît parce que donc la couverture,
et bleuté comme ceci. Donc c'est édition dite révisée. C'est les mêmes bouquins, mais y a plein de petites choses qui ont changé. Euh, Plein de précisions de règles, plein de corrections de bugs, etc. Donc si par contre voilà, vous pouvez toucher ces bouquins-là, par contre ils ne sont pas du tout faciles à trouver, eh ben, c'est ceux-là qu'il faut vraiment vous procurer pour que vous ayez un jeu complet, débugué et intéressant. Voilà, c'est donc guide du joueur, guide du maître, version révisée 2002. Voilà, dite deuxième édition, mais c'est pas une vraie deuxième édition. Il y a malgré tout, voilà, c'est juste des corrections en fait de règles. Donc, je vous les remontre pas, c'est les mêmes. Alors après, dans la série, mince, j'ai ripé. Il y a eu donc un écran. Alors l'écran était plutôt beau, enfin oui, plutôt inspirant, mais je trouve qu'il est super super fragile. Voilà, bon, c'était à l'époque où on faisait pas encore les écrans en carton blindé. Il y a tout ce qu'il faut pour gérer. Bon, il y aura quand même pas mal d'éléments. Il faudra aller dans les bouquins. Hein. Ne nous le cachons pas. Et comme, on va dire, dans toutes les versions françaises, comme ils l'ont fait déjà pour la légende des 5 anneaux, eh ben, vous avez eu le droit à un scénario de création française, donc voir Charousse et mourir. Un bon scénario d'ailleurs. Ils ont eu la, la, en tout cas l'intelligence et également le talent, si je puis dire, de vraiment créer des scénarios pour chacun des bouquins qui fait que chaque livre de nation était vraiment avait un plus par rapport à la VO. Et ça, c'était très bien. Il y a eu également donc un supplément qui s'appelle donc le Compendium. Alors je crois que je pourrais vous le montrer aussi, je dois l'avoir en VO. Et donc il a été traduit en français. C'était un supplément qui était donné, on va dire gratuitement, qui contenait, on va dire, plein de petites règles supplémentaires. Qui était plutôt utile. Hein. Donc voilà, résumé de processus de création de personnages, modification, donc c'est un peu l'errata hein, qu'il y avait dedans, les règles de construction de navires, voilà, pour créer son navire, les règles de création d'artefacts aussi qui étaient dedans, et un petit scénario, la Dame Blanche, qui était également à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est le compendium, c'était vraiment distribué gratos dans les boutiques à l'époque. Le compendium, il date en français, il est sorti en 2001. 2001, ouais, si c'est bien ça. Voilà, et donc c'était plutôt un bien d'avoir des petits suppléments comme ça qui à la fois donnaient le FAQ, les errata et aussi donc comment dire, quelques petites règles supplémentaires. Alors les suppléments, je vais passer assez rapidement puisque je vous ai déjà un peu décrit. Donc le supplément Avalon, justement, donc description complète de la comment dire des nations. Là franchement, ils sont tous indispensables, hein. Faut être clair là-dessus. Et donc en plus, comme je vous le disais, à la fin, on a un scénario de création française, donc là qui s'appelle Les Faiseurs d'Or. Ils sont tous, comment dire, sur le même principe. On va donc avoir des nouvelles d'ambiance pour commencer, la description géographique de tous les lieux, de tous les lieux, comment dire, relatifs à la nation en détail. Donc on a la description par exemple des cités, hein, donc, où on donne leur population, leur spécificité, on va dire, régionale, etc. La description des différents peuples et cultures. Ensuite, on passe évidemment à la série de personnages, où donc on a la description des personnages, et on a une section en regard avec leurs secrets à la fin du bouquin. Voilà, donc on a, comme je vous ai montré là, la description de la reine Hélène, d'Erwidon, qui est un peu l'équivalent d'un Merlin un petit peu sombre, si je puis dire. Obanon, évidemment, pour une Miss Mort, etc. Donc voilà, on a plein de choses. On a évidemment aussi pour chaque donc des règles de création de personnages. On a la main du destin spécifique de chaque comment dire, nation. Chaque nation en fait va prendre une partie du jeu de tarot en fait et pouvoir déterminer le passé du personnage. C'est pour ça que les suppléments sont quasiment indispensables si vous voulez vraiment créer un passé
détaillé pour votre personnage, bah, vous n'aurez pas le choix, comment dire, que de suivre en fait ces créations de personnages détaillés pour avoir un passé. Voilà, avec des règles spécifiques là, donc pour les êtres faits évidemment, des avantages spécifiques, des nouvelles épées de Damoclès, des nouvelles écoles d'escrime. Surtout, il n'y a pas vraiment de choses. Il y a aussi quand même des nouvelles écoles de magie, entre guillemets. Donc là, par exemple, il y a l'école des druides, hein, mais c'est un peu particulier. C'est pas une vraie école de magie, c'est un peu plus on va dire, subtil que ça. Par contre, il y a des nouvelles voies de magie de glamour. Il y a donc des archétypes également aussi qui nous sont proposés. Et les fameux secrets, justement, voilà. Donc il y a les cadres, on va dire, de secrets, parce que il n'y a pas les caractéristiques des personnages, mais il y a donc dans une partie spécifique au MJ du livre comment s'appelle, les caractéristiques et les secrets. Donc on a la même chose évidemment pour Montaigne, voilà, avec de la même manière, on a à partir de là, oui c'est vrai que j'ai oublié également de le dire, un scénario de création française comme je l'avais dit, mais également ils vont alors non c'est pas dans ces bouquins là, c'est Splendeur et misère à Charousse, oui voilà ça c'est le scénario qui est dedans, mais il y a également le supplément Nation Pirate qui va être morcelé en fait en plusieurs en tronçonnés et ajouté comment dire au supplément. Et donc je crois que c'est dans les suppléments justement de Nation, hein. Bah oui, il y a le Détroit des Trépassés qui est donc un supplément, donc un morceau en fait du supplément comment dire, sur la confrérie de la côte, qui est on va dire à chaque fois dans chaque livre de Nation. Donc à la fois une petite chose relative évidemment aux pirates de cette nation, donc là c'est aux pirates de Montaigne, donc un scénario supplémentaire. Donc là c'est bien. Et donc vous avez de la même manière la description géographique, la description des PNJ majeurs, leur carac avec leurs secrets et le tirage de la destinée spécifique comment dire, de la nation et plein de matos évidemment de règles supplémentaires. Donc on va avoir la même chose sur Eisen évidemment avec un scénario spécifique qui lui est beaucoup plus gros d'ailleurs hein, dans cette version là, qui s'appelle l'usurpatrice, voilà. Et la description voilà, de nouveaux monstres également. Et il y a la description voilà, de Stalfort. Alors, est-ce qu'il y a il n'y a pas visiblement de supplément issu comment dire, du pirate, enfin de la confrérie pirate. Il faudrait que je revérifie puisque j'ai le supplément en VO. Je vous le montrerai dans un instant. Mais je savais en tout cas que voilà, avec les écoles d'escrime, donc voilà, avec les terribles écoles de la Swyender et les différentes positions d'attaque, de défense de l'école de la Swyender, donc la grande épée à deux mains en fait de fantassin qui est vraiment une technique spécifique à l'Eisen. Donc on a la même chose pour la Castille que voici, voilà, avec un scénario qui lui s'appelle donc Los Borracos. La description là c'est sûr comment dire, de la confrérie de la côte justement. Là dans Castille il y a bien un morceau qui est spécifique, et il y a la description de la Bouka aussi, donc ça c'est bien issu du supplément Nation Pirate. Et sinon on a la même chose, donc voilà, avec la description évidemment des héros, des vilains, donc le bon roi Sandoval et sa tête de Leonardo DiCaprio jeune. La Vodace, hein, sûrement un de mes suppléments de Nation préférés avec la Montaigne. Donc là un scénario supplémentaire qui s'appelle donc d'amour et de mort, qui est plutôt intéressant. Voilà, là il n'y a pas de morceaux comment dire comment dire des frères de la côte, enfin des nations pirates visiblement. Et sinon on a la même structure voilà, que pour les autres. Donc là si vous voulez les intrigues et les empoisonneurs et les choses qui font peur, c'est là. Lussura de la même manière, donc le scénario supplémentaire, le bal donc des matrioshkas, avec donc des nouveaux monstres. Ouais, là il n'y a pas de petits morceaux. Je ne crois pas, non, il n'y en a pas non plus par rapport à la version d'origine.
en VO. Pareil, un supplément très intéressant aussi, hein, qui permet vraiment d'avoir un cadre très dépaysant. Donc là, Wendell de Westen, donc Westenmann Navagnar. Il fallait apprendre à le prononcer à l'époque, hein, c'était pas évident. On les appelle Westen, hein, parce que ça va plus vite. Et eux, ils se sont appelés Wendell justement pour que ce soit prononçable un peu par tout le monde. Donc voilà, les appendices avec les, euh, les faucons Westen. Donc voilà, un groupe de pirates évidemment Westen, qui est issu aussi donc des nations pirates, là c'est sûr. Donc il n'y en a pas dans tous les bouquins. J'avais l'impression que c'était systématique, mais non, en fait, il y en a vraiment que pour ceux où c'était logique. Le scénario, donc le voyage de Marcus. Donc on a affaire à chaque fois quand même à des livres de nations qui font 150 pages, hein, quand même. Donc avec d'ailleurs les runes, hein, dont je vous parlais justement. Donc il y a aussi la classe enfin la classe de l'astrologue justement, qui est dedans, qui est un style de personnage plutôt intéressant, des nouvelles écoles évidemment d'escrime. Euh, Alfdanson, Sigurdottir, Larsen et Rasmussen. Voilà. Larsen, c'est une école d'escrime qui doit faire mal aux oreilles, je présume. Trêve de blague. Et tous les PNJ, l'histoire, évidemment, comme d'habitude. Après, on en vient comment dire, au livre de Nation, donc les Chevaliers de la Rose et de la Croix. Donc voilà, si vous voulez être défenseur de la rose, de l'orphelin, de la veuve et de l'opprimé. Donc c'est des titres évidemment, comme je dirais, d'une sorte voilà, de chevalerie honorifique plus que réelle. Mais ça brille. Mais c'est un bon moyen, en tout cas, dans le jeu, d'impliquer très facilement les personnages dans un problème. Voilà, ils font partie des Chevaliers de la Rose et de la Croix. Il suffit juste de leur donner l'avantage appartenance. Donc, ils ont accès, du coup, à un réseau qui est quand même assez étendu dans un peu toutes les nations. Assez bien vu, d'ailleurs, dans toutes les nations. Et qui est là, en fait, vraiment pour régler les problèmes que personne d'autre ne veut régler. Donc, les libres penseurs, Rias Carré. Donc là, c'est si vous voulez jouer plutôt ambiance conspiration anarchiste. Alors, vous pouvez le jouer soit en tant que PJ, on va dire, lié à cette société, ou en tant que protagoniste, si vous les aimez pas, parce qu'évidemment ils sont pas aimés par les politiciens, hein, dès qu'il y a des gens qui commencent à penser un peu trop par eux-mêmes et à remettre en cause la monarchie de droit, héréditaire de droit divin, évidemment ça colle pas trop. Donc voilà, moi je l'utiliserais quand même plus pour en tant que PJ, ça peut être sympa d'en avoir un au sein de son groupe pour surtout avoir un réseau et une communication justement avec des groupes, on va dire, d'anarchistes politiques, dans le sens noble du terme, qui veulent évidemment faire progresser on va dire la pensée et on va dire les gouvernements politiques, les gouvernements dans les nations. Mais sinon, en tant qu'antagoniste, ça peut vraiment être également sympa, parce que c'est un peu quand même des terroristes qui font des attentats et tout. C'est quand même pas très... Voilà, ils sont pas c'est pas des gentils à 100%. Donc les fameux Kreuzritter, donc chevalier de la croix tout simplement, c'est ça que ça veut dire en allemand, hein, tout simplement. Donc là, voilà, avec leurs petits secrets, leurs petites choses, leurs petits machins. Donc là, j'en dirai pas trop plus, justement, puisque c'est là-dedans qu'il y a quelques secrets, justement, qui sont on va dire, qui sont dévoilés, avec un scénario, que je crois que c'est un scénario d'ailleurs original, hein, donc la couronne d'acier, qui est plutôt intéressant justement pour découvrir justement les fameux secrets des Kreuzritter. Mais bon, voilà. Et voilà, les secrets également sur leurs différentes, leurs différents, on va dire, leurs attributions, si je puis dire, leur rôle. Euh, les 4 jours du peuple également, hein. Il y a un scénario aussi dans chaque bouquin, hein. Sur le bouquin Rias Carré, j'ai complètement oublié d'en parler. Et le scénario, donc la rose perdue, pardon. Si je commence déjà plus à savoir lire, dès le matin, ça va pas le faire. Voilà, donc un scénario de création française également aussi, à chaque fois dans chaque bouquin. Ouais, voilà, c'est à chaque fois un scénario inédit. Donc le collège invisible, pareil, donc la description d'une société de créateurs, on va dire de scientifiques, on va dire également eux aussi assez libres penseurs, pour chasser par l'Église évidemment, parce que oula, le progrès technologique c'est pas bien,
c'est bien connu. Euh, voilà, la Croix de l'Ouest s'appelle le scénario inédit. Et donc voilà, description de... Là, c'est plus, on va dire, parce que j'en ai jamais eu vraiment dans mon groupe de joueurs, hein, de quelqu'un qui faisait partie donc, du Collège Invisible, et qui faisait donc, qui jouait un scientifique euh, qui voulait justement faire progresser le monde à travers les découvertes scientifiques et technologiques. Mais ça peut être en tout cas un très très bon moteur. En tout cas, moi je l'ai utilisé comme tel pour justement tirer, comment dire, des pauvres scientifiques des mains de l'Église, etc., etc. C'est vraiment un gros moteur à scénario par contre. Alors Los Vagos, donc évidemment description de la société secrète des gens qui portent justement le masque. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Il y en a un qui est très connu, mais tout le monde pense en fait que c'est le même. Donc voilà, c'est un peu un mélange de Zorro et de V pour Vendetta. Moi, je préfère plus V pour Vendetta que Zorro. Et il peut y avoir vraiment un réel potentiel à jouer un PJ qui justement porte le masque de Los Vagos pour défendre pareil l'orphelin, la veuve et l'opprimé, mais de manière un peu plus, on va dire, clandestine. Voilà. Description de tout cela, plus un scénario inédit qui met en scène la chose, donc l'honneur de la couronne. Voilà, voilà. Alors après on entre dans les choses un peu plus secrètes si je puis dire. Que sont donc les filles de Sophie. Donc là je vous en ai pas parlé du tout parce que c'est secret. Donc voilà, c'est une société secrète qui est un réseau en fait de femmes mais aussi d'hommes, hein, qui est là pour protéger en fait justement les gens qui sont dotés de certaines capacités magiques et qui ont également elles-mêmes aussi leurs propres capacités magiques justement. J'en dis pas trop plus parce que c'est à découvrir dans le jeu, je pense. Ça fait partie, on va dire, ouais, des secrets, en tout cas à découvrir. Voilà, les filles de Sophie aussi parce que c'est, on va dire, c'est aussi la sagesse. Hein. Voilà, c'est pas quelqu'un qui s'appelle Sophie. C'est la Sophia, la sagesse, n'est-ce pas? Comme dans philosophie, n'est-ce pas? Après, nous avons le droit à un gros volume qui correspond en fait à trois suppléments en un. Supplément donc une grosse campagne, la Croix des Rêves, qui correspond donc à trois parties, qui étaient à l'époque donc acte 1, la grâce d'une dame, acte 2, la sottise du scélérat, et acte 3, la flèche des cieux, avec donc justement la description de la société des explorateurs qui est dedans. C'est à la fois une campagne et aussi un livre de société en secrète, entre guillemets, qui n'est pas en fait une société secrète. Et donc tous les petits secrets et travers de la fameuse société des explorateurs, que moi j'ai beaucoup utilisé également comme moteur de scénario. Franchement, c'est très très facile d'impliquer ces joueurs justement en utilisant la société des explorateurs pour aller leur faire diverses tâches à droite et à gauche. Alors après, dans on va dire la fin de la gamme, une fois qu'on était dans la deuxième, donc l'église des prophètes, qui est voilà un supplément. Donc là, si vous voulez tout avoir sur l'organisation de l'église, pour l'utiliser plus comme antagoniste, parce que bon, les jouer comme PJ, je sais pas si ça va être vraiment d'un grand, si ça va plaire aux joueurs, parce que ça reste quand même plutôt des antagonistes. Hein. Faut quand même être clair. Mais bon, voilà, vous avez toute la description de cela pour en faire vraiment un antagoniste de très grande ampleur. Voilà. Après, comme je vous l'avais dit aussi, c'est un univers évolutif, un univers qui a une chronologie en fait. Donc on commence en 1668 et il y a toute une chronologie qui se déroule. Et donc ça c'est décrit à travers le supplément énorme qui est très intéressant mais qui est trop foisonnant et qui peut vraiment servir de toile de fond, on va dire, entrecoupé de scénar, on va dire que vous allez peut-être créer vous-même ou utiliser ce matériel pour justement décrire des événements qui vont avoir lieu dans les années qui vont arriver. Ça se passe très très vite, hein. La chronologie vraiment évolue très très rapidement en l'espace de 2-3 ans, hein. Donc il ne faut pas perdre le fil. Ça à travers évidemment, c'est la traduction si je puis dire de ce qui se passe dans les extensions en fait du jeu de cartes, hein. Et donc on a toutes les factions, tous les secrets décrits pour les maîtres du jeu et donc les différentes choses, les différentes descriptions en tout cas des factions en tout cas avec leurs caractéristiques revues et corrigées pour celles qui sont déjà décrites dans les suppléments qui racontent justement cette chronologie des événements. Donc vous avez d'ailleurs
Voilà, une chronologie en comment dire, décrite voilà, quasiment jour par jour ou pas loin, avec donc le calendrier spécifique, hein, puisqu'ils ont un calendrier spécifique qui est évidemment inspiré de notre calendrier grégorien. Euh, et donc, voilà, vous avez vraiment tout avec, d'ailleurs, c'est des illustrations qui sont tirées du jeu de cartes. Voilà, donc on a toute cette intrigue, cette méta-intrigue qui évolue, que vous pouvez faire jouer ou pas, hein, c'est vous qui voyez. Elle est vraiment très intéressante et vous avez la possibilité justement de l'utiliser. Donc tout en fait, ça permet également aussi d'avoir pas mal révélations sur la méta-intrigue et sur où ils voulaient en venir en fait à travers l'univers de jeu, à travers donc ça, les flots de sang. Donc voilà, c'est un gros event si je puis dire. C'est pas, vous avez une campagne clé en main là, en fait, hein, d'une certaine manière, mais il va y avoir quand même un petit peu de travail parce que là on vous donne juste en fait, c'est un gros bac à sable avec une chronologie. Donc vous pouvez vraiment l'aborder de plein de manières et c'est plutôt intéressant. Voilà. Euh, Même très intéressant parce que c'est quand même un gros supplément hein, qui fait quelque chose comme 190, 185 pages. Et donc le deuxième qui était paru, juste voilà, pour une certaine manière clore un peu la gamme, en tout cas ça a clos la gamme en français, c'est la Révolution montaginoise. Donc 100 ans avant, si je puis dire, le peuple, on va dire, est mécontent. Le peuple donc va destituer son roi et ce qui se prenait pour un empereur hein, d'ailleurs, il avait pris le titre d'empereur et donc on joue en fait aussi l'event entre guillemets. C'est vraiment 100 ans avant la Révolution française, la Révolution montaginoise dans le jeu, avec toutes ses répercussions, implications, tout ce que ça va changer. Et donc, c'est très évidemment caricatural, archétypal, comme je le disais, mais ça permet, on va dire, d'avoir une vision de l'univers qui évolue. Et ça, c'est quand même très bien fichu. Alors, je terminerai mon propos avec les suppléments que je possède en VO également. Donc, des suppléments très durs à trouver et qui sont pas donnés. Swordsman Guild, qui a jamais été traduit. Bon, faut dire, il n'était pas non plus extrêmement indispensable. Intéressant tout juste. Donc voilà, description évidemment de plein c'est comme un livre en fait de société secrète d'une certaine manière, enfin de société que j'ai pu vous présenter, sauf que là évidemment c'est sur les spadassins justement, avec deux nouvelles écoles, euh, la, la, la description de tout ce qu'est en fait l'archétype justement du spadassin, et de ses spécificités, son code d'honneur, voilà, ses règles à suivre, les différentes écoles, les histoires justement des écoles, etc. C'est utile, mais bon, c'est pas non plus, on va dire, moi je l'ai jamais trop utilisé, voilà, ça n'en reste pas moins un supplément qui est encore très recherché, je trouve, qui valait, on va dire, son pesant de cacahuètes, il vaut encore une centaine d'euros hein, sur certains, mais bon, ça a un peu baissé hein, depuis la deuxième édition. L'Empire du Croissant, pareil, qui n'a jamais été traduit et c'est bien dommage. Il y a donc sur 130 pages environ pas mal de choses supplémentaires. Donc là, c'est si vraiment vous voulez vous lancer dans une campagne où, on va dire l'Empire du Croissant va avoir son intérêt. Donc la possibilité évidemment, comme un peu tous, de créer des personnages spécifiques. Donc là, comme c'est vraiment des personnages très spécifiques comment dire, du lieu, ça va quand même leur donner un caractère très marqué et donc plus dur peut-être, quoique ça dépend, à intégrer peut-être plus dans des équipages pirates justement. Donc si vraiment, mais en tout cas pour ce qui est de l'histoire de l'Empire du Croissant, il y a matière, comment dire, et évidemment aussi à scénario. Le supplément justement sur les nations pirates, puisque donc comme je vous disais, il avait été tronçonné dans un peu tous les suppléments de nations. Là, il y a tout. Il manque des articles, hein, ils n'avaient pas tout traduit, donc il y avait des règles aussi. Voilà, il y avait par exemple le tirage de la destinée justement spécifique aux pirates, qui n'est pas comment dire dans la version française. Le guide est évidemment aussi pour le marin, voilà, c'est des guides de conseil, etc. Il y avait donc la description des différents protagonistes importants, mais ça on les avait évidemment dans les suppléments.
décrit en tant qu'équipage, et donc la description des lieux qui eux donc ont été comment dire traduits. Par contre, voilà, par exemple ici donc The Straits of Blood, ça a été inclus. La Bouka, je vous avais dit que ça avait été inclus. Voilà, plus donc plein d'autres petites choses. Donc voilà les différents protagonistes importants qui eux avaient été donc également inclus dans les bouquins des nations. Alors, le fameux compendium justement qui lui était un peu plus gros que celui qu'on a eu en français. Voilà, donc il n'y avait pas le scénario, je crois. La Dame Blanche, lui, il avait été uniquement fait pour justement la version française du jeu, de la chose. Alors ils avaient refait visiblement la mise en page pour qu'il tienne sur moins de pages, mais il y a juste le scénario qui n'y est pas, mais sinon il y a à peu près les mêmes choses. Voilà, les règles de création de personnages, de navires, pardon, etc. Et plein de petites choses supplémentaires. Donc c'est bien quand même d'avoir le compendium parce qu'il y a des petites choses qui n'avaient pas été traduites en français. Mais bon, ça c'est du détail. Et enfin, le supplément que moi j'ai un supplément que j'aime énormément. Il y en a qui l'aiment pas du tout. Donc le seul supplément boîte qui était paru justement pour les secrets de la 7ème mer, qui est donc la boîte de Freiburg. Une boîte extrêmement rare, extrêmement coûteuse. Voilà, avec un livret donc de présentation de la ville à destination des joueurs, comme il y avait eu, on va dire, dans la boîte de Otosan, de la Cité des Mensonges, de Ryoko Owari, où donc il y avait le journal qui présentait la ville, aussi le journal du magistrat. Voilà, donc vous avez vraiment tous les hauts lieux, c'est un peu comme vraiment un guide touristique. La description de la cité. Enfin, ça c'est l'histoire de la cité. Voilà, pareil, donc ça c'est un bouquin donc avec il y a une carte aussi. Vraiment description, je dirais quartier par quartier, avec également ces PNJ majeurs. Très intéressant. Le guide visuel de la cité également. Deuxième partie. Donc là, ouais, il y en a encore là. C'est bizarre, il est où le scénario? C'est dans quel bouquin qu'il y a le scénar? Tac. Il est à la fin. Parce que je sais qu'il y a un scénar puisque je l'ai fait jouer. Donc ça m'embêterait quand même que le scénar se soit fait la malle. Donc ouais, alors à savoir que évidemment dans la logique des choses, ouais, je vous explique donc comment. Ouais, donc c'est bien l'histoire de la cité dans celui-ci, avec les différents PNJ intéressants et majeurs. Voilà, et oui, il a la description de la campagne. Donc voilà, il y a quand même une description encore de PNJ et de contexte. Donc là, on a la description vraiment de la ville. Et là, après, on a description en fait donc de la campagne qui c'est le marteau et l'enclume, je crois qu'elle s'appelait, avec donc présenté à travers, on va dire, des faits et des points, on va dire, importants, ce qu'ils appellent les rat points, pour justement mettre en place l'intrigue. Alors moi, je sais que je l'ai fait jouer, c'était plutôt sympa, donc vraiment, c'est pas non plus d'une très très grande originalité, mais je trouve que c'était, on va dire, en termes d'aventure, plutôt intéressant. Donc voilà, donc la description de la ville, voilà, qui est vraiment là-dedans, quartier par quartier, donc là c'est vraiment là, la description de tous les lieux, et la description des PNJ, et la campagne en question. Donc voilà, le marteau et l'enclume. Le marteau et le tenaille, non, c'est le marteau et les tenailles, pardon. Voilà. Donc un supplément vraiment très très intéressant, ne serait-ce que parce que déjà au moins il décrit une ville. Donc il y a également aussi des cartes qui sont présentées, donc cartes en version plus petite à destination des joueurs, et il y a une carte plus grande. Je vais essayer de vous déplier. Voilà. Celle-là je ne l'ai pas souvent dépliée, parce que
sont quand même assez fragiles, hein, je trouve, comme matos. Voilà, donc la description de la ville. Moi, c'est vraiment une ville que j'aime, en tout cas un contexte que j'ai beaucoup aimé à faire jouer à mes joueurs. Et c'est plutôt bien. Voilà. Parce que là, ils mettent en fait vraiment en description de l'histoire du gouvernement et donc des personnages, du royaume donc sans prince. Mais il y a aussi donc la fameuse campagne qui est décrite, on va dire, vraiment à travers ces temps forts, on va dire, de scènes en tout cas, qui sont liés évidemment par une intrigue principale. Voilà. Et bon, j'en dis pas plus au niveau de la campagne parce que c'est vraiment voilà. Mais il y a possibilité vraiment de faire quelque chose d'assez sympa et de découvrir justement un peu certains des secrets de Freiburg d'une part, mais aussi d'Eisen. Voilà. Ben voilà, je crois avoir fait le tour. Au moins, ça aura fait une vidéo qui sera un peu moins longue que celle de L5R. Il faut dire que quand même, il y avait moins de choses à vous proposer puisqu'il n'y a qu'une édition, contrairement à L5R où il y en a 5. Donc, comme je vous disais, voilà, il y a eu une deuxième édition. Donc là, on décrit vraiment l'univers de manière beaucoup plus étendue, avec un système de jeu donc qui est plus, je dirais, narratif. Je dirais même qu'il a un peu le cul entre deux chaises. À la fois, il veut quand même faire un système, parce qu'on est toujours sur le même principe, hein, c'est attribut plus compétences. Sauf que là, pour le système de jeu, on va en fait constituer comment dire, des augmentations entre guillemets à travers, on va dire, des poules de 10. En fait, il faut associer des dés pour faire minimum 10 pour avoir en quelque sorte comment ils appellent ça déjà dans le système de jeu, c'est comme des augmentations quoi, d'une certaine manière. En tout cas, c'est des paliers en fait. Et donc pour réaliser son action, en fait, il va falloir avoir le plus de ces paliers entre guillemets de 10 qui vont vous permettre donc de résoudre, on va dire, votre action de manière, on va dire, la plus précise et la plus, on va dire, efficace possible. Alors, sur le papier, ça avait l'air plutôt intéressant, mais franchement, à l'essai, moi j'ai pas apprécié, et mes joueurs non plus. D'autant plus que là, franchement, les joueurs choisissent quels sont, on va dire, les traits qu'ils vont augmenter à la fin. Ils le choisissent dès le départ, en fait, de la séance. Ils disent, je vais vouloir augmenter tel trait. L'expérience fait que justement les personnages augmentent très vite, sont très très vite puissants, surtout certains archétypes. Ils sont vraiment extrêmement déséquilibrés par rapport à certaines choses. Par exemple, voilà, un chevalier du glamour que jouait ma femme, elle est devenue immortelle en l'espace mais intuable. Hein. Même, voilà, fallait que ça soit le MJ qui décide de la tuer. Intuable, comment dire, juste en 3 séances. Quoi. Parce qu'ils ont des capacités spéciales qui font que concrètement, ils ne peuvent plus mourir. C'est juste un exemple, mais il y en a plein d'autres où concrètement les personnages sont pas faits en effet pour mourir, on joue des héros, mais là ça devient trop quoi, d'une certaine manière. Par contre, le livre est beau, le contexte en termes comment dire de description de l'univers est très intéressant. Ils ont revu évidemment aussi au niveau des écoles de magie, c'est plus identique, voilà, c'est plus les mêmes que la première édition. Donc ça change quand même, ça change radicalement, mais ça reste logique. Et surtout, il y a un développement au niveau de l'univers, en particulier au niveau du nouveau monde, qui est vraiment très très foisonnant. Donc, ne serait-ce que pour son BG, la chose reste, on va dire, très intéressante. L'écran en plus n'est pas moche. Voilà. Et donc il y avait, en dehors des suppléments évidemment de nations, etc., qui sont plus des compiles cette fois-ci, un jeu de tarot qui est plutôt, on va dire, très sympathique en lui-même, qui est très très beau en termes de... Voilà, ça c'est pour le dos des cartes, et on va dire pour les illustrations, il était quand même... artistiquement, il était vraiment inspiré, je trouve. Et il a, on va dire, son utilité dans le jeu. Voilà. Donc, ben voilà, je pense que je n'en dirai pas plus pour ce qui est de cette deuxième édition. Donc là, c'est vraiment affaire de goût. Moi, je sais que voilà, j'ai pas adhéré du tout à ce système voilà, de pool. Je sais plus comment ils appellent ça hein, dans le système de jeu. C'est comment déjà que ça s'appelle? Le terme me manque.
pour décrire en fait les poules enfin les associations de dés à 10 ou plus que l'on doit faire pour justement avoir des... et donc voilà, c'est un système en tout cas qui est extrêmement player friendly. On peut pas dire le contraire, et qui en tout cas voilà, a son... voilà, il est original, il se veut en tout cas narratif, il est plutôt en accord, on va dire, avec l'esprit, on va dire, qu'on veut donner au jeu. Mais je trouve que vraiment dans les faits, ça ne fonctionne pas. Voilà. Si, c'est aussi des augmentations, hein, donc je ne m'étais pas trompé. Ça s'appelle aussi des augmentations. Voilà, c'est des raises, n'est-ce pas? Voilà, donc c'était Magna Magister pour la vidéo de présentation donc de la gamme 7ème mer. Voilà, un jeu vraiment très inspirant, très magnifique, héroïque, qui j'espère que ça vous donnera envie peut-être de vous replonger dedans si vous l'avez encore. Et franchement, voilà, la première édition, en tout cas, ou une première édition révisée, je pense que ça reste une valeur sûre. Il y a également plein de suppléments amateurs qui existent, en particulier, je vous conseille, ils sont encore disponibles donc sur le défunt Sden, le site de l'Elfe Noir. C'est donc Geronimo qui faisait ça, qui était vraiment un grand fan. C'est des suppléments complètement gratuits avec un gros compendium sur les PNJ qui est génial, et plein de suppléments, on va dire fan-made, avec des écoles de magie supplémentaires, des écoles de spadassin, des écoles d'escrime, qui étaient vraiment super inspirées. Bon, par contre, il y en a beaucoup, hein, donc il faut vraiment faire ses choix et pas se planter parce que ça peut vraiment déséquilibrer le jeu. C'est très intéressant. Voilà, moi je vous les conseille, donc c'est les suppléments de Geronimo et en particulier le Who's Who Compendium des PNJ. Donc, concrètement, il y a tous les PNJ du jeu qui sont décrits. Par le menu, tous ceux qui sont apparus dans les suppléments, dans les scénarios, etc. Il y a tout, et donc c'est très visuel, c'est très sympa, et voilà, et franchement, je vous conseille ces suppléments. Voilà, ils sont en PDF, et normalement ils sont encore trouvables sur le site de l'Elfe Noir, dans la partie 7ème mer. Voilà. Donc c'était Magna Magister, n'oubliez pas de mettre des pouces pour si vous avez apprécié la vidéo, si ça vous a rappelé en tout cas de grands souvenirs. Moi ça me rapporte juste la satisfaction de vous avoir en tout cas diverti, et de vous avoir rappelé certains bons moments. Si vous jouez à 7ème ère, dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez, vous, de la 2ème édition. J'ai franchement pas de bons échos, hein, de tous ceux que je connaisse qui connaissaient la première édition de 7ème ère. Ils ont pas vraiment... Ils sont restés en système première édition, très rapidement ils sont revenus sur l'ancien système, de ce que j'en ai vu. Et moi j'aurais fait pareil, sauf que là, moi j'ai même, on va dire, après le test, j'ai abandonné, hein, quelque peu. Ça me reviendra probablement, parce que c'est un jeu que j'aime quand même énormément, mais bon, voilà, j'ai fait ma pause aussi sur 7ème mer, avant de retrouver le goût de repartir à l'aventure. Voilà, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est fait, et on se retrouve, on va dire, pour le live, et peut-être probablement pour un gros scénario express où justement je vous présenterai probablement ma campagne 7ème mer, pour que vous aussi vous puissiez vous jouer, comment dire, dans cet univers qui est vraiment excellent. Voilà, je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Magna Magister pour la gamme 7ème mer. Salut!